Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel on va parler de l'inflammation. L'inflammation est un sujet qui est, comment dire, assez courant aussi bien dans le monde de la médecine conventionnelle que dans le monde des médecines alternatives ou naturelles. Par exemple, il y en a beaucoup, certainement d'entre vous, qui vont penser euh, au curcuma pour, entre guillemets, naturellement réduire l'inflammation, ou peut-être aux oméga 3. Et c'est vrai que sur le papier, c'est ce que ça fait. Ce que je vais faire aujourd'hui avec cet épisode, c'est vous expliquer comment je vois l'inflammation et pourquoi je ne suis pas nécessairement fan de ces choses-là. Ne vous affolez pas, je vais vous expliquer. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on explore un petit peu qu'est-ce que l'inflammation, parce qu'avant de vouloir la réduire, c'est peut-être bien de savoir pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on est censé faire avec. Donc l'inflammation, comme le stress, c'est quelque chose dont j'ai pu parler dans un autre épisode par le passé, l'inflammation est un phénomène naturel. Voilà. C'est-à-dire que c'est un phénomène comme la cicatrisation. En général, l'inflammation survient avant la cicatrisation. C'est un processus naturel dans notamment le processus de guérison. C'est-à-dire que sans inflammation, il n'y a pas de guérison. Donc je vais vous donner un exemple typique. Si je me gamelle, avant de guérir et de cicatriser, je vais avoir de l'inflammation. C'est là que ça va enfler, c'est là en général que ça fait mal, c'est là que ça va chauffer, etc. Si je me précipite pour absolument réduire l'inflammation, à ce moment-là, je viens en fait empiéter sur la capacité régénératrice du corps. C'est parce que comme j'ai déclaré que l'inflammation c'était un ennemi à abattre, eh bien en fait je viens empiéter sur l'intelligence du corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un bon moment pour utiliser des anti-inflammatoires et réduire l'inflammation. Mais de manière générale, quand tout va bien, dans un contexte idéal, naturel, l'inflammation fait partie du processus de guérison. Et réduire l'inflammation dans ce contexte-là, je tiens à le préciser, dans ce contexte-là, vient en fait ralentir, voire stopper le processus de guérison. Je vais donner un autre exemple. C'est quelque chose que j'ai vécu, enfin j'ai vu de mes propres yeux et quelque chose dont j'ai entendu parler. C'est dans le monde du fitness, du sport. Il y a certaines personnes qui, après avoir fait une séance de sport, que ce soit de la musculation ou que ce soit du cardio, vont euh, faire en sorte de réduire l'inflammation le plus vite possible derrière. Donc il y a certaines personnes qui vont prendre par exemple de la vitamine C juste après euh, une séance de sport. Il y a des gens qui vont se mettre dans de l'eau glacée, prendre un bain très froid pour réduire l'inflammation. Et c'est pas nécessairement que ces choses-là sont mal, c'est juste que comme je suis en train de le décrire, ça va potentiellement ralentir, si ce n'est stopper le processus de guérison et donc d'adaptation qu'on recherche lors d'une séance de sport. C'est-à-dire que le principe d'une séance de sport, prenons l'exemple de la musculation, le principe de la musculation, c'est de créer un stress, de créer de l'inflammation dans nos tissus, les muscles, les tendons. Inflammation qui va donc, avec le temps, guérir si on la laisse faire. Et la guérison est ensuite suivie d'une adaptation. L'adaptation, c'est ce qui fait qu'on devient plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est le principe d'adaptation. Donc, si je mets les choses en séquence, j'ai d'abord un petit peu, disons, le traumatisme, entre guillemets, que ce soit une chute, que ce soit une séance de sport. Donc, traumatisme. Deuxième partie, ça donne naissance à l'inflammation. Donc numéro 2, inflammation. Numéro 3, guérison. Et numéro 4, adaptation. L'adaptation, c'est aussi la cicatrisation. C'est-à-dire que
si j'ai fait une chute et qu'il y a une plaie et qu'ensuite ça cicatrise, la cicatrice est le processus d'adaptation pour renforcer la zone. Okay. Donc j'espère que vous comprenez déjà que l'inflammation n'est pas nécessairement un ennemi à abattre. C'est un processus naturel, ça fait partie de la capacité de guérison du corps. Le problème, aujourd'hui, c'est quand on a de l'inflammation chronique. C'est-à-dire que si tout va bien, la période d'inflammation, elle est temporaire, le temps que le corps guérisse. Sauf que, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état d'inflammation chronique. C'est-à-dire que l'inflammation, elle est là et elle reste. Et là, effectivement, c'est problématique. Et c'est là qu'il y a des gens qui commencent à se dire, est-ce qu'il faut que je prenne des anti-inflammatoires parce que c'est invivable? Les symptômes associés à l'inflammation, comme je disais plus tôt, que ce soit ça enfle, ça chauffe, ça ballonne, enfin, ça va un petit peu avec enfler, c'est sensible, c'est douloureux, ces choses-là qui sont associées avec le processus d'inflammation, si ça perdure, ça peut vraiment impacter la qualité de vie. Et c'est là que la question de est-ce qu'on doit prendre des anti-inflammatoires se pose. Alors, la première question que je me pose quand j'ai un cas comme ça devant moi, c'est OK, qu'est-ce qui cause l'inflammation? Comme je l'ai dit juste avant, il y a les 4 phases. La phase avant l'inflammation, c'est qu'il y a un traumatisme, qu'il soit petit ou grand. C'est-à-dire que l'inflammation, elle n'apparaît pas par magie. Elle est là pour une raison. Donc si l'inflammation est persistante, si l'inflammation est chronique, ça veut dire que la source de traumatisme, est toujours là. Il y a toujours un traumatisme qui se répète, qui vient déclencher la réaction inflammatoire. J'espère que c'est logique, j'espère que vous suivez. Donc je vais vous donner 2 exemples qui sont assez courants et qui devraient assez bien illustrer ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple de l'inflammation au niveau d'une articulation qui cause des douleurs, par exemple tendinite ou tendinopathie, c'est un petit peu pareil. Et je vais parler aussi de l'inflammation de l'appareil digestif, donc au niveau des intestins par exemple, ou du côlon. Si on commence avec une inflammation d'un tendon au niveau de l'épaule, ce qui est très très courant. Donc si, et on va rester dans le cas où l'inflammation perdure, parce que si l'inflammation part au bout de 3, 4, 5 jours, c'est pas un problème. C'est que le traumatisme, il est venu pour une raison ou pour une autre, et il est parti, et du coup le corps a pu faire ce qu'il sait faire, à savoir guérir et s'adapter. Mais si l'inflammation persiste, là, il faut se demander, ok, qu'est-ce qui fait que le tendon, en l'occurrence, pour cet exemple, le tendon de l'épaule, enfin un des tendons de l'épaule, il y en a plusieurs, mais disons, ce tendon de l'épaule, pourquoi est-ce qu'il continue à être inflammé, en état inflammatoire? Et c'est là qu'il faut commencer à mener le travail d'enquête. Parce que l'on fasse des ultrasons, des ondes de choc en kinésithérapie, que l'on prenne du curcuma, que l'on prenne des oméga 3 ou que l'on prenne des anti-inflammatoires sous forme de médicaments, ça ne va pas résoudre le problème à sa cause. Ça va peut-être réduire les symptômes, l'inconfort lié à l'inflammation, mais si j'arrête de prendre les anti-inflammatoires, ça va revenir. Donc très rapidement, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, qu'est-ce qui peut causer, et c'est quelque chose que je vois très souvent avec les tendinites, notamment à l'épaule, c'est une mauvaise posture. C'est-à-dire que très souvent, je vais être gentil, je vais dire dans 9 cas sur 10, quand il y a une tendinite à l'épaule, il y a une mauvaise posture. La mauvaise posture, en général, c'est la tête en avant, c'est le haut du dos rond, donc on est un petit peu voûté, et c'est les épaules vers l'avant, donc ce qui vient souvent avec le dos rond. Cette combinaison de facteurs fait que ça modifie, ça vient altérer la biomécanique de l'épaule, et dès qu'on fait un mouvement au-dessus de la tête en particulier, ça va venir irriter
les tendons, parce ils vont être trop sollicités, parce que le reste de la chaîne cinétique, le reste de la biomécanique, au niveau thoracique, au niveau de l'omoplate, au niveau de la tête, n'est pas en place. Et du coup, ça fait que ça sollicite trop l'épaule, ce qui fait perpétuer la réaction inflammatoire. J'espère que vous suivez. Donc dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant de faire en sorte de... Comment dire? On ne veut pas rajouter d'inflammation, ça c'est sûr. Est-ce que ça peut être intéressant de prendre des anti-inflammatoires? Peut-être, ça va dépendre à quel point c'est tolérable, la douleur, et si on a l'honnêteté de mettre les choses en place pour gérer la cause. C'est-à-dire que je ne suis pas, chacun est libre, mais si c'était moi qui étais en charge, je ne suis pas nécessairement fan du fait de prendre des anti-inflammatoires qui soient naturels ou qui soient chimiques sans faire le travail de fond. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt à changer. On n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de faire des efforts, on a juste envie que la douleur parte, quel que soit le prix. Mais donc dans ce cas-là, dans le cas de l'épaule, il faudrait tout simplement corriger la posture et faire en sorte que les autres choses dont je vais parler dans cet épisode sont mises en place pour faire en sorte que le corps ait de quoi gérer l'inflammation par lui-même. Exemple 2, inflammation au niveau digestif, de l'appareil digestif. Ça, c'est hyper courant. Hein. C'est ce qui donne notamment naissance aux termes comme la perméabilité intestinale, aux termes comme le syndrome du côlon irritable ou le syndrome de l'intestin irritable. Toutes ces choses-là sont liées essentiellement à de l'inflammation chronique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'inflammation chronique à cet endroit-là? Parce qu'à nouveau, je peux prendre des anti-inflammatoires, ce qui souvent vient vraiment solliciter le foie d'ailleurs. Ça va embêter le foie, donc ça va perturber d'autres parties de l'organisme. Mais bref. Il y a des gens qui vont prendre des choses comme de la glutamine pour essayer de rétablir une bonne paroi intestinale, mais c'est pareil, ça ne va pas résoudre le problème à la cause. C'est pourquoi est-ce que la paroi intestinale a des trous, pourquoi il y a de l'inflammation. Donc, sans aller trop dans les détails sur l'alimentation, etc., c'est là qu'intervient le terme de l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, je vais me moquer un petit peu, parce que parler d'alimentation anti-inflammatoire, c'est comme dire j'aimerais que mon sommeil soit anti-fatigue. Oui, ça peut, voilà. En fait, c'est juste du bon sens. Pour moi, une alimentation qui est pro-inflammatoire, c'est pas une alimentation. On est en train de s'empoisonner, en fait. Bref, je me moque un peu. Mais essentiellement, l'idée est la même, c'est on veut faire en sorte que ce qu'on mange ne crée pas plus d'inflammation. Et je vous redirige vers ma vidéo sur la digestion, mais pour faire très court, dans ce cas-là, il faut savoir que quel que soit l'aliment qu'on mange, même si c'est de la laitue bio, je m'en fiche, quel que soit l'aliment qu'on mange, si pour une raison ou pour une autre, cet aliment n'est pas digéré, ça va causer de l'inflammation. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement cet aliment est inflammatoire pour tout le monde. Non. C'est plus exactement n'importe quel aliment pas digéré est inflammatoire pour cette personne-là. Ça, c'est correct. Et c'est là qu'intervient la gestion du stress, parce que si on mange un aliment entre guillemets sain, entre guillemets anti-inflammatoire, dans un état stressé, on ne va pas nécessairement le digérer, et donc ça va putréfier, ça va causer de l'inflammation dans les intestins. Donc ce n'est pas uniquement une question de qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, c'est une question de notre environnement quand on mange, de notre état psychologique quand on mange, de est-ce qu'on mâche bien, quel est l'état de nos sécrétions enzymatiques, de nos sécrétions digestives, etc. Donc ce n'est pas aussi simple que suivez mon régime alimentaire, tout va aller bien. Tout va bien aller. Bref. C'est plus subtil que ça. Mais de manière générale, quand on a de l'inflammation au niveau digestif, on veut mener un travail d'enquête sur, ok,
quels sont les niveaux de stress de la personne, quel est l'état de son système digestif, est-ce que cette personne sécrète suffisamment d'acide gastrique dans l'estomac? Très souvent, ce n'est pas le cas. Et aussi, est-ce que cette personne a développé des intolérances? Peut-être. Parce que les intolérances, c'est pareil, c'est individuel, mais il se trouve qu'il est possible d'avoir une intolérance au riz. Hein. Et donc, si une personne est intolérante au riz, si elle mange du riz, ça va créer une réaction inflammatoire immunitaire derrière, potentiellement, surtout si ce n'est pas digéré. Voilà, donc en d'autres termes, si je prenais un anti-inflammatoire, même si on oublie les potentiels effets secondaires, cet anti-inflammatoire, il vient masquer les symptômes et peut permettre à une personne de continuer sa vie en faisant les mêmes choses qui sont potentiellement la cause de l'inflammation. En d'autres termes, pour faire très court, prendre des anti-inflammatoires permet à la personne de perpétuer l'inflammation. Ça semble paradoxal, mais c'est souvent le cas. Donc si on veut vraiment que les choses changent, on veut faire le travail de fond. Et une fois de plus, je ne suis pas très fan de prendre des compléments alimentaires pour réduire l'inflammation, sauf dans des cas très particuliers. Néanmoins, je vais parler de quelle est, selon moi, la vision des anti-inflammatoires le plus naturel qu'on puisse faire. Voilà. Donc, ça ferme un petit peu la parenthèse avec les exemples d'inflammation et pourquoi il est important de trouver la cause. Un facteur très important dans la gestion de l'inflammation, surtout si elle est chronique, c'est l'état du système nerveux, c'est-à-dire l'état de stress de la personne. Si une personne est constamment stressée, pour une raison ou pour une autre, et là, je vous envoie vers ma vidéo sur les sources de stress. Ça sera plus simple, mais le stress, ça peut être du stress physique, trop de sport, sédentarité, mauvaise respiration, ça peut être du stress nutritionnel, pesticides, carences alimentaires, ça peut être chimique avec les produits de nettoyage qui sont toxiques, ça peut être du stress psycho-émotionnel, ça on connaît tous, c'est mon mari me prend la tête, mon boss me saoule, etc. Il y a le stress que j'appelle spirituel, c'est je me lève le matin mais j'ai aucun sens dans ma vie et il faut que je me tire du lit. Et le dernier, c'est le stress électromagnétique, c'est je ne vais jamais dehors, je suis enfermé sous la lumière artificielle, entouré d'ondes comme du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Voilà, tout ça, c'est stressant. Et tout ça, ça va mener à un système nerveux qui va rester dans l'état qu'on appelle sympathique. L'état sympathique, même s'il a un nom gentil, l'état sympathique, il est associé avec un état d'alerte. C'est-à-dire, il y a une menace, il faut mettre en place les ressources, il faut mobiliser les ressources pour survivre face à cette menace. Donc, forcément, s'il y a une menace légitime, le système nerveux, dans son mode sympathique, est là pour nous sauver la vie. Et il est très utile. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'état sympathique beaucoup trop souvent, même si on n'a pas de menace légitime. Parce qu'il suffit de penser à quelque chose d'effrayant pour que ça se déclenche, même s'il n'y a pas de menace réelle. Le cerveau ne fait pas la différence entre la vie réelle, l'imagination et la vie virtuelle. C'est pour ça que ce qu'on regarde à l'écran, les films, un film qui fait peur, ça va vraiment faire peur au corps, même si c'est qu'un film. Et là où je veux en venir, c'est que si on ne gère pas le stress, le corps ne va pas... En fait, si le corps, le système nerveux est dans l'état sympathique, et donc il envoie les ressources vers la défense, la fuite, l'attaque, pour se protéger face à une menace, ces ressources ne sont donc pas mobilisées pour réduire l'inflammation, du moins à long terme. Il peut y avoir une réduction de l'inflammation à court terme s'il y a une infection. Ça, c'est différent, c'est pareil, c'est comme ce que je disais au départ, quand c'est à court terme, ce n'est pas un souci. Mais à long terme, si on est dans l'état sympathique, on ne va plus avoir de ressources pour gérer l'inflammation. Donc même si on prend des anti-inflammatoires, le corps ne va pas gérer. Donc la gestion du stress, calmer le système nerveux, fait partie de la gestion de l'inflammation. Et ça fait en particulier partie aussi de la gestion de la douleur
souvent associés avec l'inflammation. Hein, parce que la douleur, plus on est dans un état de stress, plus on est sensible à la douleur. Et donc, en d'autres termes, plus on gère notre stress, moins la douleur nous affecte. Et donc, par-dessus ça, plus le corps va avoir de ressources pour gérer l'inflammation. Ok? Donc ça, c'est la partie stress et système nerveux. Ensuite, anti-inflammatoire. Donc, le problème avec un anti-inflammatoire, et je vais vous donner juste après ça qu'est-ce que je recommande de manière générale en guise d'anti-inflammatoire. Le problème de la plupart des anti-inflammatoires, que ce soit donc vitamine C, curcuma, oméga 3 ou, je ne sais pas, de l'ibuprofène, le problème c'est que c'est ce qu'on appelle des anti-inflammatoires qui sont non spécifiques. C'est-à-dire que non spécifique, ça veut dire que ça va réduire l'inflammation partout, potentiellement, même si c'est une inflammation qui n'est pas chronique, qui est nécessaire pour la guérison et l'adaptation, comme je disais au début. En d'autres termes, c'est un petit peu être à l'aveugle. Ouais, j'ai une analogie qui me vient, mais c'est comme essayer d'éteindre un feu en ayant les yeux bandés et en mettant de l'eau partout. Et le problème, c'est qu'il y avait des endroits où il y a quelqu'un qui essayait de faire la cuisine. Et du coup, le feu était nécessaire pour faire cuire son steak. Enfin, je sais pas si c'est une bonne analogie, mais c'est l'idée, ça m'est venu comme ça. Il y a des endroits où on veut du feu. Il y a des endroits où on veut de l'inflammation, temporairement. Là, ça peut être pour cuire un steak. Dans le corps, ça peut être pour guérir un endroit, parce qu'on vient de faire une séance de sport. Et ça fait partie du processus de guérison. C'est pour ça qu'on fait du sport. Donc, tous ces anti-inflammatoires sont non spécifiques et donc peuvent avoir des effets indésirables. Au-delà des effets indésirables sur des médicaments qui peuvent être marqués dans la notice. Ce qu'on veut à la place, et c'est là que ma recommandation arrive, idéalement, on veut des anti-inflammatoires qui sont spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est des anti-inflammatoires qui sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont agir que quand il y en a besoin, mais ils ne vont pas forcer, ils ne vont pas éteindre le feu à tout prix. C'est-à-dire ils sont là si besoin, mais ils ne vont pas forcer. Et pour ça, il se trouve que, je ne l'ai même pas fait exprès, mais mon épisode d'avant, il parle de l'eau, et de l'eau structurée. Et pour ceux qui ont regardé, et ceux qui n'ont pas regardé, je vous invite à le faire tout de suite. Mais pour ceux qui ont regardé, et ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous le dire rapidement, mais l'eau dans le corps n'est pas, en grande partie, n'est pas sous forme liquide, elle est sous forme de gel, un petit peu comme de la confiture. C'est ce qu'on appelle de l'eau structurée. Cette eau structurée a certaines propriétés intéressantes, c'est notamment un cristal liquide, c'est aussi ce qu'on appelle une batterie biologique. Cette batterie biologique est constituée de charges négatives d'un côté et charges positives de l'autre, hein, comme une batterie, il y a du plus et du moins. Et il se trouve que la partie moins, c'est des électrons, des particules négatives, et les électrons, c'est l'unité fondamentale des anti-inflammatoires. Okay. Donc, en d'autres termes, si j'ai suffisamment d'eau structurée, et je parle de ça dans ma vidéo sur le sujet, si j'ai suffisamment d'eau structurée, donc si j'ai une grosse batterie biologique, et si cette batterie est chargée, alors mon corps aura toujours de quoi gérer l'inflammation, sous réserve de gérer la cause, comme je disais au tout début. Okay. Pourquoi? Parce que l'inflammation, tout simplement, c'est causé par des molécules qui manquent d'électrons au niveau physique, au niveau biophysique. C'est ce qui se passe. Donc, si on a une réserve d'électrons quasiment infinie parce qu'on vit de manière naturelle, on vit comme il faut, on suit les recommandations dont j'ai parlé dans l'autre vidéo et que je vais rappeler ici, alors le corps, il sait gérer tout seul. Donc qu'est-ce que c'est les recommandations pour avoir une grosse batterie biologique, pour faire très court, et pour charger cette batterie? Globalement, c'est exposer sa peau au soleil, c'est potentiellement, pas potentiellement, mais c'est être pieds nus sur une surface naturelle, du sable,
du gazon, de la Terre. Parce que la surface de la planète, c'est une source quasi infinie d'électrons qu'on peut absorber par la voûte plantaire. Et ça peut être juste bouger, ça peut être le sauna, ça peut être tout un tas de choses. Si vous voulez d'autres exemples, j'en parle dans cette vidéo. Et enfin, pour finir, si on prend une vision un peu plus élémentaire, si vous voulez, de l'inflammation, l'inflammation, c'est associé avec l'élément du feu. Quand je dis élémentaire, c'est le feu, l'air, la terre et l'eau. L'inflammation s'associe au feu. En général, ce que j'observe, c'est que quelqu'un qui a de l'inflammation chronique est très souvent déshydraté. C'est-à-dire qu'il y a un excès de feu parce qu'il y a une carence en eau. Donc juste le fait de boire un peu plus, parce que la plupart des gens sont déshydratés, je pense facilement 4 personnes sur 5, 8 personnes sur 10 sont déshydratées de manière chronique, au moins un petit peu. Facile. Et quand on n'a pas suffisamment d'eau, même d'un point de vue élémentaire, d'un point de vue logique, s'il n'y a pas assez d'eau, bah, ça laisse la place au feu. Voilà. C'est une perspective qui est utile parfois, c'est pas la vérité absolue, il n'y a aucune perspective qui est toujours vraie. La biochimie, c'est pas toujours vrai, la biophysique, c'est pas toujours vrai, la mécanique, c'est pas toujours vrai, et l'approche élémentaire, c'est pas toujours vrai. Mais la superposition de toutes ces perspectives nous permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le corps de quelqu'un. Voilà. J'espère que c'était utile. J'étais en forme. Voilà, donc pour récapituler, quand il y a de l'inflammation chronique, on ne veut pas nécessairement, chacun est libre, mais ma recommandation, c'est de ne pas se précipiter vers des anti-inflammatoires, qui soient naturels ou non. Ce qu'on veut, c'est se poser la question, qu'est-ce qui cause ça? Donc pour le système digestif, j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé du stress, ça peut être les hormones. Pour la tendinite à l'épaule, c'est très souvent une question de posture. Ça peut être une question de je fais mal certains mouvements. Donc on veut trouver la cause, parce que tant que la cause n'est pas réglée, il y aura toujours de l'inflammation, parce qu'il y aura toujours un traumatisme qui vient déclencher cette inflammation. Ensuite, on veut faciliter le boulot du corps en gérant le stress, en faisant en sorte qu'on ne reste pas dans l'état du système nerveux qu'on appelle l'état sympathique. On veut à l'inverse transitionner vers l'état parasympathique qui est compatible avec la guérison et la digestion. Voilà. Et pour finir, la meilleure façon de soutenir la capacité anti-inflammatoire du corps, c'est de bien s'hydrater et de soutenir notre batterie biologique, qui est l'eau structurée, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et pour faire ça, on va aller au soleil, on veut bouger, on va être pieds nus sur une surface naturelle, au contact de la terre. C'est pas ésotérique, c'est pas magique, c'est comme ça que ça marche. Et on veut bouger, potentiellement faire du tai chi, parce que le tai chi c'est très bien pour générer des électrons, parce que les tissus du corps sont piézoélectriques. Piézoélectrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça bouge, ça génère de l'électricité. Et l'avantage du tai chi, c'est qu'on peut le faire dehors, au soleil, pieds nus, ça détend le corps, et ça fait générer des électrons. Donc, c'est plutôt productif. Voilà. J'espère que c'était utile pour vous. J'espère que ça vous a un petit peu expliqué les choses de manière plus concrète, plutôt que de juste dire prenez les oméga 3, je les vends sur ma boutique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger d'oméga 3, mais moi je suis plus fan de manger des sardines ou des maquereaux, etc. etc. Bref, j'espère que c'était utile. Si ce n'était pas clair, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour une vidéo future, je vous invite à laisser un commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre temps, comme toujours, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.